La Chine est-elle capitaliste? C'est le titre du livre de Rémi Herrera et Ziming Long, sorti au mois de mars aux éditions Critiques, qui abat un certain nombre d'idées reçues sur la Chine, sa politique et surtout son économie. Que sait-on de la Chine, des raisons de son succès économique, de son développement économique plutôt fulgurant depuis les années 1950? De la réalité de son modèle économique? Assez peu de choses. Pour beaucoup d'entre nous, c'est assez obscur, pourtant ce pays est omniprésent dans l'actualité internationale et tient une place particulièrement importante dans la géopolitique. La France est d'ailleurs un partenaire économique important de la Chine. Et pourtant, on continue à voir ce pays de manière un petit peu exotique, de loin. Pour nous, la Chine est un géant du capitalisme qu'on imagine souvent de manière caricaturale, avec une anarchie dans les rapports de production. Et c'est justement ces idées reçues que contredisent les deux auteurs. J'ai le plaisir d'en recevoir un aujourd'hui sur le plateau du Média. J'ai en effet invité Rémi Herrera, économiste, chercheur au CNRS, un ancien de l'OCDE et de la Banque mondiale et un expert de l'économie chinoise dont je vais interroger les thèses. Rémi Herrera, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Votre livre, il est à contre-courant avec un point de vue plutôt rare en France, qui mérite d'être remarqué et discuté. Il pose beaucoup de questions. Tout d'abord, quand on parle de l'économie chinoise, c'est souvent avec un prisme occidental, avec des données produites par des Occidentaux, vous le faites remarquer vous-même, et ça fausse un petit peu, selon vous, notre vision de la réussite chinoise. Tout à fait. C'est très important, c'est un point absolument fondamental, dans la mesure où tout le monde a évidemment une opinion sur la Chine, mais qui n'est pas forcément, nécessairement bien fondée ou assurée, paradoxalement. Ça tient en grande partie, c'est ce que nous pensons en tout cas avec mon co-auteur, qui est chinois, à la difficulté qu'il y a non seulement la difficulté que représente non seulement la langue et l'éloignement, qui rendent quelque peu inaccessible une grande partie des débats internes à la Chine, et qui obligent donc à faire un détour par ce prisme occidental, comme vous avez sur ce regard extérieur. Le regard extérieur occupe pratiquement la totalité de notre perception de la Chine. Et ça, c'est un problème. Ça tient bien évidemment, dans un premier temps, aux difficultés d'accès aux données. Non pas que les statistiques chinoises soient cachées, elles existent, elles sont extrêmement nombreuses, dispersées, mais elles sont la plupart du temps en chinois, ce qui n'est pas tout à fait aisé à manipuler. Elles sont, contrairement à l'opinion que l'on se fait de ces données statistiques, assez souvent sérieuses, très bien construites, relativement fiables et depuis relativement longtemps, grâce au Bureau national de la statistique qui existe depuis 1952, mais elles sont incomplètes. Elles sont incomplètes pour des chercheurs comme nous qui avions besoin d'un certain nombre d'indicateurs qui n'existaient pas ou, lorsqu'ils existaient, n'étaient pas exempts d'imperfections, disons. En particulier des séries de stocks de capital, beaucoup plus complexes évidemment que le produit intérieur brut, que le PIB, permettant de mesurer le taux de croissance économique, disons. On avait besoin d'un certain nombre de données un peu plus sophistiquées, un peu plus difficiles à obtenir, et en réalité, les différents instituts statistiques chinois n'ont pas encore, pour une raison ou une autre, mis à disposition de telles données, ou des données de niveau de ressources éducatives, par exemple. Alors, ce que l'économie dominante néolibérale ou néoclassique appelle le capital humain. Bon, nous voulions des choses, disons, des indicateurs un peu plus humains, si je puis dire, un peu mieux construits que ceux qui existent dans les bases des organisations internationales ou de chercheurs occidentaux, très généralement. Vous voyez ? Donc on a fait un travail préparatoire à ce livre qui a duré plusieurs années. Ça prend beaucoup de temps. De reconstruction, de construction parfois, de séries originales. De produire vous-même les données. Exactement, pour savoir d'abord maintenir, disons, une cohérence conceptuelle par rapport à la théorie qui sous-tend que nous sommes marxistes. Donc nous attachions une certaine importance à la cohérence entre les statistiques et les concepts
et théorie que nous avions en amont, disons, mais aussi pour savoir exactement ce que nous allions utiliser pour maîtriser d'un bout à l'autre, disons, la production scientifique. Ça, c'est très important et c'est assez rare, précisément parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité de reconstruire soi-même des séries. Les collègues, ils utilisent quelles données, du coup? Celles produites par des données, organismes chinois? Des données d'organisations internationales, lesquelles, c'est assez problématique, sont dominées presque toujours par des puissances occidentales. Alors, vous voyez, ce qui est recherché aussi, c'est un effort de s'arracher à un eurocentrisme. Il faut vraiment faire un effort pour considérer la Chine pour ce qu'elle est. C'est un pays immense, immense par sa taille géographique, par son poids démographique, par la longueur de son histoire, par la profondeur de sa culture et de sa civilisation. Mais il y a aussi une complexité qui va avec, qu'il faut respecter. On ne peut pas aller trop vite dans les conclusions que l'on tire à propos de l'économie chinoise ou de la société chinoise, à plus forte raison, même si, très souvent, les médias dominants ont intérêt à nous voir conclure hâtivement et jusqu'à nous faire considérer comme relevant de l'évidence le fait que la Chine serait capitaliste, sans même en avoir discuté. Justement, on va y venir, mais là où vous divergez avec vos collègues, là où vous êtes en rupture en fait avec la plupart des économistes, on va dire médiatiques, etc., sur la Chine, c'est que selon vous, la stratégie de développement sur le long terme de ce pays, donc des Chinois, elle a posé les conditions du succès économique actuel. Tout à fait. Il y a beaucoup d'études très intéressantes qui ont été publiées sur la Chine et qui ont fait débat. Je pense par exemple aux travaux de Michel Aglietta, qui, avec des co-auteurs chinois souvent, établit surtout une continuité entre la Chine actuelle, contemporaine, et le passé lointain, le passé impérial, disons, de la Chine. C'est intéressant, jusque dans le mode de fonctionnement et de direction du Parti communiste chinois. C'est assurément intéressant, mais je crois que ce n'est pas suffisant, vraiment pas suffisant, parce que la vraie continuité, c'est précisément celle qui est liée à l'élaboration et la mise en pratique de cette stratégie de développement dont vous avez parlé, qui permet de ressouder deux périodes de l'histoire de l'économie chinoise que l'on a tendance à opposer diamétralement, brutalement, qui est la période, disons, maoïste, ou communiste, ou socialiste, enfin appelons-la comme on voudra, disons, la période qui précède les grandes réformes de 1978 et des années suivantes, et la période post-Mao. C'est-à-dire que la Chine d'aujourd'hui serait le produit de ce passé socialiste. Absolument. La pensée dominante est très habile. Elle a réussi à nous faire croire que le taux de croissance économique du pays est passé de la stagnation de zéro, à peu de choses près, des affres du communisme pendant la période Mao, à une croissance exponentielle, miraculeuse, par magie, sitôt le capitalisme adopté, disons, sitôt la Chine convertie au capitalisme. Mais c'est absolument faux. Les chiffres disent le contraire. Les statistiques de la Banque mondiale montrent que la Chine, pour ce qui est de l'économie, a connu très tôt, et ce dans tous les secteurs, agriculture comprise évidemment, industrie évidemment, mais y compris les services, qui est pourtant traditionnellement considéré comme un secteur défaillant en Chine, disons. La Chine a connu très tôt, sitôt passé les turbulences des années qui ont suivi le triomphe de la Révolution, donc, qui ont permis de réunifier le territoire national, disons continental. Très tôt, la Chine a connu un taux de croissance économique fort. Donc, selon vous, selon votre thèse, ce n'est pas la mort de Mao Tse-tung qui est le déclencheur du décollage économique de la Chine? Certainement pas. 76-78, c'est un point tournant, évidemment, qui marque une
entre guillemets, une ouverture, mais ce n'est pas un changement de stratégie de développement. C'est même, d'une certaine manière, la redéfinition de la planification socialiste de manière à la rendre plus performante et de manière à garantir la survie et le prolongement de cette stratégie de développement. Alors, concrètement, est-ce que vous dites que la croissance économique sous la Chine maoïste est donc très élevée? Oui. Mais comment ça se fait? Quels efforts ont été faits sous le socialisme pour le permettre? Quelles stratégies concrètement de développement ont été mises en place à l'époque? D'abord, cette stratégie de développement, c'est qui a été esquissée des années avant la prise du pouvoir. Je rappelle que le triomphe de la Révolution en 1949 a été précédé de plus de 30 ans de guerre civile, et de guerre aussi contre les occupations impérialistes. Cette stratégie de développement a d'abord et avant tout mis fin à un long siècle de chaos, de soumission à l'étranger et de guerre qui avait caractérisé l'histoire de la Chine entre la guerre de l'opium. Donc là, vous parlez de la stratégie de prise de pouvoir. Je parle du fait que le premier élément de cohérence et de renaissance qu'a apporté la stratégie de développement élaborée sous Mao, c'est d'abord de mettre fin à la désagrégation de ce pays et à la soumission de ce pays. Le premier effort a été de réunifier le territoire national. Ensuite, de poser les bases, les conditions sine qua non du développement, c'est-à-dire le progrès social, les grandes avancées sociales, d'éducation, en termes de santé, généralisation de la santé, d'extension des infrastructures de base. C'est-à-dire qu'il y a eu des investissements dans l'éducation, dans le développement et la recherche? Patiemment, évidemment, mais solidement. Parce qu'un système de recherche et développement, ça ne se construit pas en claquant des doigts. Il faut évidemment d'abord construire un système d'éducation à l'échelle nationale, et c'est ce qu'ont fait les dirigeants du pays. Et assez rapidement, au bout de 10 ou 15 ans, les premiers résultats en termes de recherche-développement étaient déjà là. Et puis, évidemment, il y a eu un effort colossal au plan économique, d'une part, grâce à la réforme agraire, qui a amené, ça c'est peut-être encore aujourd'hui l'héritage le plus précieux de la révolution maoïste, c'est l'accès à la terre pour les paysans, dont on mesure difficilement l'ampleur. Mais il faut comprendre que c'est peut-être la clé de la réussite de la Chine, qui est très généralement passée sous silence. On oublie largement les paysans, leur contribution à l'effort de croissance, mais aussi leur contribution à l'effort de transfert de ressources de l'agriculture vers l'industrie, parce que grâce à la collectivisation de l'agriculture, qui a été faite extrêmement prudemment, qui a produit des effets très positifs et sur les niveaux de production et sur la productivité du travail, des ressources ont pu être transférées vers l'industrie, et le processus d'industrialisation a été mené dès l'origine, finalement, d'abord dans l'industrie lourde, puis de plus en plus vers des industries menant à des industries légères et de consommation de biens, de production de biens de consommation, vous voyez. Et l'effort a aussi concerné la maîtrise de la monnaie, de la banque, de la finance, qui est l'une des caractéristiques majeures du système chinois actuel. Et ça devrait nous parler, à nous, en France, en Europe, où les destinées de nos peuples européens sont maintenant, leur échappent totalement, sont entre les mains d'une bureaucratie elle-même bruxelloise, elle-même soumise à une oligarchie financière globalisée. Nous avons ici, sous nos contrées, renoncé à la maîtrise de notre souveraineté monétaire. On a quand même beaucoup de pistes de réflexion pour nous aujourd'hui. Il ne s'agit pas de prendre cette économie ou ce pays comme un modèle. Ça n'aurait absolument pas de sens. D'abord parce qu'il ne se revendique pas un modèle et parce que les situations sont tellement incomparables que ça n'aurait pas de sens. Mais je veux dire, en termes
de politique économique, en termes d'ouverture de débat, en termes de rupture de tabous, la Chine a certainement des choses à nous enseigner, à condition qu'on ait la modestie de vouloir apprendre. Je reviens juste rapidement sur les grandes réformes agraires, parce que vous avez dit que c'était la clé. Oui. En fait, vous parliez du fait qu'il y ait la propriété foncière collective en Chine, en zone rurale. Ça, c'est un élément de continuité depuis 1949 jusqu'à nos jours. C'est toujours ce modèle aujourd'hui qui domine. Toujours très largement ce modèle, bien sûr, même si souvent il y a beaucoup de problèmes. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, par exemple, de cession de terres par des gouvernements provinciaux pour différentes raisons, souvent d'ailleurs pour renflouer les caisses des budgets locaux, des conflits avec des masses parfois assez importantes de paysans expulsés de leurs terres, des problèmes aussi de migrants, vous voyez. Donc nous ne sommes pas là pour idéaliser la situation en Chine, mais tenter de conserver une certaine lucidité, une certaine objectivité et un certain optimisme. Bien sûr qu'il y a la propriété étatique au niveau national, collective, disons, au niveau local, de la terre. Ça garantit l'accès de la terre aux paysans. C'est une revendication majeure de l'immense majorité des paysans sur terre, que ce soit en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, en Indonésie. C'est peut-être la revendication majeure. Bon, ça ne peut se faire que par une réforme agraire menée jusqu'à son terme. C'est-à-dire, pour le dire franchement et rapidement, insérée dans une révolution socialiste. La Chine l'a fait, d'autres l'ont fait, le Vietnam et d'autres. Ça, évidemment, selon moi, que ça constitue la clé de l'édifice, parce que la Chine est restée longtemps un pays agraire, c'est bien sûr moins le cas aujourd'hui, mais la place de la paysannerie est tout à fait centrale. On ne peut pas sous-estimer cette place. D'ailleurs, lorsque la crise systémique du capitalisme globalisé en 2007-2008 a fini par frapper la Chine en 2009, puis surtout à partir de 2012, les dirigeants chinois ont eu des réponses à cette crise diamétralement opposées à celles de nos oligarchies financières ou bureaucraties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu on n'est pas entré dans cette spirale régressive ou destructive de réduction de salaire, de réduction d'austérité, de réduction des dépenses publiques, de privatisation. Ça n'a pas fonctionné comme ça là-bas. Ça a même été tout le contraire. Les salaires ont été extraordinairement augmentés en termes de pouvoir d'achat, en termes réels, c'est-à-dire en différentiel par rapport à l'inflation, sans tenir compte de l'inflation. Les salaires en termes réels ont été augmentés, mais les revenus des paysans ont cru beaucoup plus vite que les revenus des travailleurs urbains. Il y a eu aussi une augmentation considérable des dépenses d'infrastructures publiques qui ont permis de rééquilibrer, de réaménager en quelque sorte le territoire économique national et de développer des centres urbains et économiques de taille moyenne de plus en plus profondément à l'intérieur du pays. On va rentrer un petit peu dans l'objet de votre question qui est un peu l'objet polémique peut-être. La Chine est-elle capitaliste ? Mais avant d'y répondre, l'entrée dans le capitalisme, ce serait un bouleversement, ou est-ce que c'était un bouleversement en Chine, un accélérateur de progrès comme les libéraux classiques peuvent le dire, ou finalement, non ? Ce serait une catastrophe pour la Chine, pour une raison déjà première, qui est que l'adoption affichée, assumée de l'option capitaliste par les dirigeants, par les élites dirigeantes du Parti communiste chinois et le bloc social sur lequel elle s'appuie, principalement les capitalistes locaux, les capitalistes chinois locaux et les larges classes moyennes qui profitent très largement des retombées
du dynamisme économique, les relations qu'entretiennent ce bloc au pouvoir et la grande majorité des masses paysannes et ouvrières risqueraient fort d'être brisées. En clair, l'adoption du capitalisme entraînerait une catastrophe pour la Chine, pour être clair, parce qu'elle risquerait de remettre en cause cette alliance, disons, ces relations gagnant-gagnant liées aux retombées positives de la croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'autre issue en Chine pour prolonger le succès économique qui est rencontré maintenant depuis plusieurs décennies et qui en fait aujourd'hui la première économie mondiale ou sur le point de détrôner les États-Unis et d'être la première économie mondiale. Il n'y aurait peut-être pas d'autre issue pour la Chine que de réorienter ces politiques économiques dans le sens d'un nouveau compromis social en développant au maximum les politiques sociales. Est-ce que, selon vous, c'est un pays capitaliste, sans ambiguïté, pour lever toute ambiguïté? Est-ce que vous parlez notamment de capitalisme d'État, vous parlez d'un capitalisme sans capitaliste, ou un pays non capitaliste mais avec des capitalistes? On ne sait plus tellement à la fin de quoi il s'agit. Vous parlez même de socialisme de marché ou un socialisme avec marché. Au final, c'est un pays capitaliste. Peut-être que vous le pensez. Nous sommes beaucoup plus prudents. Avec du capitalisme, en tout cas. Il y en a, disons qu'il y a beaucoup de capitalistes, ça c'est sûr. Et beaucoup de mécanismes de marché capitalistes. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura une lutte dans le pays interne entre socialisme et capitalisme, entre des éléments de l'un et de l'autre. C'est le moins qu'on puisse dire, que la lutte des classes est particulièrement virulente et massive. Mais y compris au sommet de l'État, y compris dans l'économie? Peut-être aussi et surtout au sommet de l'État. Nous faisons une distinction entre détenteurs du pouvoir économique et détenteurs du pouvoir politique. C'est assez indispensable pour resituer la situation actuelle de la Chine dans son histoire remontant dans ces années de guerre qui ont amené la révolution, mais même plus loin dans le passé, dans son histoire tout court. Nous pensons que peut-être que les détenteurs du pouvoir économique ne sont pas exactement les détenteurs du pouvoir politique en Chine. En d'autres termes, que les classes dominantes ne seraient pas très exactement les classes dirigeantes. En d'autres termes encore, que les capitalistes chinois, qui sont très nombreux et très puissants, avec des milliardaires parmi eux, n'auraient peut-être pas réussi, malgré leurs efforts et leurs soutiens internationaux du grand capital étranger, ne seraient pas parvenus à prendre, encore à ce jour, le contrôle de l'État. C'est-à-dire qu'il y aurait deux pouvoirs en Chine, un pouvoir économique capitaliste, un pouvoir politique socialiste? Avec une hiérarchie entre les deux. Qui serait le politique sur l'économie? Absolument. Mao lui-même, dans les zones qui ont été libérées par la guérilla ou l'armée rouge de l'époque, y compris la République soviétique, dite soviétique de Chine, qui avait été dirigée par Mao pendant quelque temps, le leadership communiste n'a jamais cherché à s'approprier économiquement la totalité des activités économiques. Vous comprenez? N'a jamais cherché à exproprier économiquement les capitalistes chinois. Mais très souvent, pas systématiquement, mais très souvent, les a maintenus dans leur dynamisme et leur activité, dans leur affairisme, disons, de manière à permettre de favoriser l'efficacité des nouvelles formes institutionnelles collectives qui avaient été créées par le pouvoir communiste, voire même de les placer en concurrence, dans certains cas, dans certains secteurs, mais en gardant toujours une tutelle politique au-dessus de leur tête. Mais ça, ce n'est pas le propre de l'économie socialiste, disons. C'est une caractéristique que l'on repère dans le lointain passé du pays.
il faut bien se rendre compte que la Chine a été pendant plusieurs siècles la première économie du monde, occupant dans les échanges de produits à l'échelle planétaire une place assez considérable jusqu'à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, en clair jusqu'à l'agression. Époque impériale. Oui, époque impériale, jusqu'à l'agression britannique de la guerre de l'opium. La Chine a été la première économie mondiale sans être capitaliste. Alors que, c'est le moins qu'on puisse dire, au début du XIXe siècle, le capitalisme était déjà là depuis longtemps en Occident. C'est-à-dire qu'ensuite, ce que vous me dites, c'est que les capitalistes n'ont jamais, à l'époque du socialisme, disparu de la Chine, y compris à l'époque révolutionnaire. Absolument. Leur périmètre d'activité a été extraordinairement réduit, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est une caractéristique tout à fait singulière du processus chinois. Il y a eu une volonté d'exproprier politiquement la bourgeoisie locale, mais pas de l'exproprier économiquement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, ils se renforcent. Enfin, il y a quand même bien sûr qu'ils se part du renforcent. pays de ce pouvoir capitaliste qui... Bien sûr, bien sûr. Mais on peut se demander s'il n'est pas dominant quand même. On peut se demander, mais on doit s'interroger réellement sur ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, on a beaucoup entendu parler des campagnes de lutte contre la corruption. Bon. Avec le nouveau secrétaire, enfin le dernier actuellement en poste. Voilà. Mais ça remonte à plus loin que lui. Nous interrogeons pour savoir ce que pourrait cacher en termes de défense de cette tutelle de politique de l'État sur les capitalistes locaux, ce que pourrait représenter cette lutte contre la corruption. Et il semble bien que, à nos yeux, en tout cas, qu'on puisse interpréter ces campagnes de lutte contre la corruption qui sont très puissantes et relativement efficaces, il faut le reconnaître. Il est très populaire suite à ces campagnes. Absolument, ça a renforcé encore plus la légitimité non seulement du président, mais des classes dirigeantes chinoises et du Parti communiste chinois. Il faut aussi lire ces campagnes comme une inquiétude du pouvoir central, politique central, devant des alliances de plus en plus ouvertes, de plus en plus installées, institutionnalisées même parfois, entre les capitalistes chinois et le grand capital étranger, principalement les grands établissements bancaires et financiers, les oligopoles financiers de la finance globalisée états-unienne, qui sont allés d'ailleurs avec, ces alliances sont allées avec le processus de libéralisation, je mettrai des guillemets, récent du secteur financier chinois. Lutter contre la corruption, c'est aussi briser ou tenter de briser des liens de plus en plus clairs entre ces capitalistes chinois qui ont compris parfaitement le pouvoir du Parti communiste chinois, mais aussi ce que pouvait leur rapporter une alliance avec le grand capital financier international. Ces luttes contre la corruption sont aussi à lire comme une reprise en main, disons, du pouvoir politique sur le pouvoir économique. Mais c'est une hypothèse, encore une fois. Dans ce livre, nous ne cherchons pas à affirmer des vérités qui seraient les nôtres, nous cherchons plutôt à réouvrir des espaces de débat entre nous, à gauche et au-delà, de manière à ne pas accepter d'être totalement sur la défensive ou totalement écrasé par une pensée unique sous emballage, prête à consommer, imposée par les médias dominants. S'il est toujours dominant, il ne fait pas forcément rêver, puisque les inégalités se renforcent aujourd'hui en Chine. Assurément. Elles sont abyssales. Un des pays où il y a le plus de millionnaires au monde. Milliardaires même. Ce n'est pas étonnant de voir la rhétorique, mais ce n'est pas seulement qu'une rhétorique qui tourne à vide, éthique, disons, ou morale, sur l'égalitarisme, la nécessité de réduire les inégalités, revenir sur le devant de la scène dans les discours et les débats politiques en Chine. Pour parler un petit peu de politique quand même chinoise, la nouvelle gauche, vous comptez, on sait assez peu de choses sur la nouvelle gauche en France. On sait assez peu. On a très peu d'informations. Oui.
sur eux. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Et vous comptez sur la nouvelle gauche pour maintenir le pays sur une voie socialiste? On a très peu d'informations parce qu'on ne se donne pas les moyens toujours d'aller chercher l'information qui est donnée, mais on pourrait en avoir un peu plus, non seulement sur la nouvelle gauche, c'est-à-dire l'aile, disons, fidèle à l'héritage maoïste à l'intérieur. Il y a toujours des maoïstes aujourd'hui en Chine. Bien sûr. Très certainement même beaucoup plus à l'extérieur du Parti communiste qu'à l'intérieur. Le Parti communiste... Il y a d'autres organisations? Il y a des organisations auto-organisées, si je puis dire, autonomes à l'extérieur du Parti communiste, notamment des organisations paysannes. Légales? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un seul syndicat, et ça, c'est une limite, évidemment. Il y a un seul parti aussi. Bon. Mais les luttes, la plupart des luttes pour la défense de la propriété, du maintien de la propriété collective de la terre, parce qu'évidemment, c'est contesté, hein, très contesté, de la terre en Chine sont portées par des paysans auto-organisés à l'extérieur du Parti communiste. Et des organisations de masse, quoi. Des organisations de masse, des mouvements sociaux, comme on dit, qui prennent des formes d'ailleurs très diverses. Il y en a beaucoup des mouvements en Chine. On a des luttes, assez peu de... Il y en a énormément. Mais peut-être que je me risque à avancer. C'est une hypothèse, mais il me semble que si la propriété collective de la terre est demeurée aussi solide aussi longtemps, c'est très largement grâce à ces luttes auto-organisées de paysans. C'est-à-dire qu'il y a une lutte des classes aujourd'hui, il y a des mouvements sociaux qui maintiennent un rapport de force dans le pays. Absolument, y compris bien sûr dans le monde ouvrier, dans le monde, dans les secteurs industriels, bien sûr. Des luttes sociales de très grande ampleur et qui sont même probablement appelées à grandir en importance, bien sûr, à s'intensifier, à s'exacerber, puisque c'est de l'avenir, même l'horizon est lointain de ce projet de transition socialiste qu'ont les Chinois, mais l'avenir c'est ça qu'on doit bien comprendre, est très largement ouvert, très indéterminé. Nous insistons beaucoup là-dessus. Nous ne cherchons pas à semer des pseudo-vérités. Nous gardons l'avenir, parce que ça dépend de la lutte des classes et des résultats. L'avenir est très largement ouvert. Mais ce que nous disons, c'est que l'avenir du socialisme ne s'est pas abîmé définitivement avec l'effondrement de l'Union soviétique. C'est-à-dire, nous contestons aussi ce consensus où nous venons briser ce tabou sous lequel la gauche européenne ou la gauche occidentale est quand même encore, la gauche radicale, est encore très largement sous les décombres de l'effondrement du mur et de l'Union soviétique par-dessus. On n'en est finalement pas vraiment sorti. Non seulement on n'a pas fait le bilan, mais tous ces tabous empêchent de replacer l'exigence du socialisme au centre de la reconstruction des alternatives. Finalement, c'est ça qui nous manque. Alors, peut-être que j'y vais peut-être un peu fort en parlant de socialisme. On peut tout simplement parler de projet social. C'est en débat, en tout cas. C'est en débat et ça revient, mais il nous a fallu du temps. Ce que nous voulons dire par ce livre, c'est non seulement un appel au respect de ce que représente la Chine et de sa complexité, mais aussi... son histoire révolutionnaire. Absolument, réhabiliter un certain nombre de vérités, pour le coup, de faits qui sont démontrables, que je pense nous démontrons, mais pour faire comprendre que la Chine n'est pas un ennemi, parce qu'on est en train de plus en plus, les campagnes médiatiques sont assez dures quand même, hein. De plus en plus, la Chine est présentée comme... vis-à-vis de la France, vous voulez dire? Vis-à-vis de l'Occident en général. C'est un concurrent tout de même. Un concurrent, mais on nous ferait presque peur
à l'idée que la Chine veut dominer le monde, veut nous asservir. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait inquiétant de voir cette souvent, la Chine est hostilité. vue comme un ogre gigantesque prêt à nous dévorer, quoi. Absolument. C'est un peu l'image Mais c'est pas le cas. prêt à nous engloutir, quoi. La Chine n'est pas une ennemie. C'est pas une menace. Ça dépend ce que vous... Pour la France, pour les économies européennes, les économies du Nord. C'est un concurrent qui peut plier jusqu'à la première économie mondiale. Donc, c'est quand même ce qu'on désigne généralement, à gauche en tout cas, comme les grandes puissances impérialistes. On inclut la Chine dedans quand même. Je ne pense pas que la Chine ait un comportement ni même une nature impérialiste, même si c'est comme ça qu'on la présente. En Afrique, où elle développe quand même des activités économiques. L'expansion en Afrique, ou par exemple même en Asie, ou dans le Pacifique. Partout, même en Amérique latine. Là, on n'est pas dans le Nord. Économie impérialiste Impérialiste, non, je ne pense pas. Pour situer d'où vous parlez, d'où vous écrivez, j'ai une petite question. Ziming Long, qui est un économiste chinois, est-ce qu'il est maoïste? Lorsqu'il reviendra en France, je lui demanderai de vous visiter pour vous le dire. D'accord. Et vous? Vous voulez dire maoïste? Non, pas spécialement. Non, pas spécialement. Je suis humblement c'est un travail de recherche un économiste marxiste. D'accord. Si vous cherchez le maoïste caché en moi, alors là, vous pouvez le chercher pendant longtemps. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit. D'accord. Non. Okay. Et par contre, je pense que c'est extrêmement important de redonner de l'optimisme à la gauche, de la sortir aussi d'une certaine complaisance à se diviser, à se confondre, à ne pas occuper les débats qui sont pourtant les siens, y compris sur le thème du socialisme. C'est pour ça que nous avons fait ce livre, pour nous interroger par cet angle un peu inattendu. Mais alors pourquoi cette image, y compris à gauche, de la Chine, pourquoi on la voit autant comme une menace? Qu'est-ce que c'est? Il y a du racisme, de la sinophobie derrière? C'est une négation de l'histoire chinoise? De quoi il s'agit? Il y a un peu de tout ça. Et il y a surtout les oligopoles financiers, les grands établissements bancaires et financiers qui ne sont pas une entité homogène et exemple de contradiction. Mais la finance, comme on dit, globalisée, principalement états-unienne, anglo-états-unienne, marche vers une confrontation de plus en plus directe, de plus en plus agressive, je dirais même guerrière, vers la Chine. Et la réponse de la Chine, qui ne me semble pas être une réponse agressive ou impérialiste, ça a été cette ouverture d'une nouvelle route de la soie, qui est une réponse à l'encerclement agressif de la haute finance états-unienne ou anglo-états-unienne du pays. La situation n'est pas en train de se détendre dans la région. Enfin, on voit la Corée du Nord, les États-Unis qui se parlent. On voit dans la région, la certainement. Chine qui participe et la Chine y contribue beaucoup. Mais la confrontation entre les États-Unis et la Chine n'est pas prête de se détendre, non. Ce qu'il me semble. Ok. Bon, affaire à suivre. Je vous remercie, Rémi Herrera. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je rappelle pour ceux et celles qui nous regardent, donc vous avez écrit avec Ziming Long ce livre, La Chine est-elle capitaliste, aux éditions Critiques. Merci de votre venue et à très vite, j'espère. Moi aussi.